Chers étudiants, bonjour. Je suis Ndiak Fall. Je suis responsable du cours de microéconomie 2. Je vais vous présenter les grandes lignes de ce cours qui porte essentiellement sur la théorie du producteur. Je vous rappelle que durant le premier semestre, nous avons déjà étudié la théorie du consommateur. Le producteur est le second agent de la microéconomie. Le cours est organisé en 3 chapitres. Le premier chapitre va faire une petite introduction à la théorie du producteur où on va parcourir les notions de productivité, les notions de d'isoquant, d'isocoût, de taux marginal de substitution. Le chapitre 2 porte sur le choix optimal du producteur. En réalité, on va essayer de résoudre les 2 programmes du producteur qui peuvent être résumés par le programme de maximisation du profit. Le chapitre 3 va nous permettre de déterminer les fonctions de coût et les fonctions d'offre en situation de concurrence. Ceci étant, on va essayer de faire un résumé de ce cours. Qui est producteur? Un producteur est quelqu'un qui détient ce qu'on appelle une boîte noire où il introduit des facteurs qu'on appelle des facteurs de production et cette boîte noire lui permet de produire un output. Donc ici, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui rentre et ce qui sort. Maintenant, le producteur doit toujours respecter le principe de non-gaspillage des facteurs de production. En effet, aucun producteur ne doit gaspiller de façon délibérée les ressources. Ce principe-là est le fondement de toute la théorie du producteur. L'autre concept fondamental de la théorie du producteur concerne la productivité. Qu'est-ce que c'est que la productivité? La productivité cherche à mesurer le rendement d'un facteur de production. Donc, il y a plusieurs types de productivité. Il y a la productivité physique totale, la productivité physique moyenne et la productivité physique marginale. En ce qui concerne la productivité physique totale, elle mesure le rendement du facteur de production par rapport à l'évolution de la production. Si on augmente un facteur de production, comment évolue la production? En ce qui concerne maintenant la productivité moyenne, c'est la productivité par unité de facteur utilisé. Et enfin, la productivité marginale mesure la variation résultant de la variation d'une unité du facteur de production, ce qui nous permet de mesurer la productivité à la marge. À partir de la notion de productivité, il y a une loi qu'il faut maîtriser. C'est ce qu'on appelle la loi des rendements non proportionnels. En effet, l'expérience nous a montré que si on fait varier un facteur de production de 0 à un très grand nombre, la productivité physique totale commence toujours par augmenter plus que proportionnellement, ensuite moins que proportionnellement, et enfin atteint un maximum et se met à décroître. Le schéma vous montre un petit peu ces différentes étapes. Cette loi-là donc va nous permettre de représenter un petit peu la productivité totale. Et à partir de la productivité totale, on peut représenter la productivité marginale et la productivité moyenne. Étant bien entendu que la productivité marginale, ce n'est rien d'autre que la dérivée première de la productivité totale. Donc la courbe de productivité marginale, c'est déduit de la courbe de productivité totale. Donc lorsque la productivité totale est convexe, c'est-à-dire que augmente de manière plus que proportionnelle, la productivité marginale est évidemment croissante. Et lorsque la productivité totale est concave, c'est-à-dire augmente moins que proportionnellement par rapport au facteur de production, la productivité marginale est décroissante, mais attention, elle est décroissante, mais elle reste positive. Et enfin, lorsque la productivité physique totale atteint un maximum et se met à décroître, ça veut dire que la productivité marginale est négative. Il y a bien évidemment une relation entre la productivité marginale et la productivité moyenne. Cette relation peut être analysée mathématiquement, vous allez voir les démonstrations à l'intérieur du cours, mais il y a aussi bien évidemment une relation entre la productivité totale et la productivité moyenne. Géométriquement, il est tout à fait possible de montrer que cette relation existe.
L'autre concept de base, c'est la notion de rendement d'échelle. Là, on cherche à voir est-ce qu'il est beaucoup plus efficace de produire à grande taille ou bien est-ce qu'il est beaucoup plus efficace de produire à petite taille. Si on augmente l'échelle de production, si on augmente la taille de production et que cela nous permet de faire des économies en termes de coûts, on parle de l'existence de rendement d'échelle croissant ou bien d'économie d'échelle. Ça veut dire que la production va augmenter plus que proportionnellement par rapport aux facteurs. Si par contre on constate que si on augmente les facteurs de production de manière équiproportionnelle et que la production augmente mais de manière moins importante que les facteurs, on dira que nous sommes en présence de rendement d'échelle décroissant. Si maintenant les facteurs de production augmentent de manière proportionnelle, si on augmente les facteurs de production de façon équiproportionnelle et que la production augmente dans les mêmes proportions, dans ce cas-là, on parlera de présence de rendement d'échelle constant. L'autre concept à maîtriser, c'est l'isocan. L'isocan est un petit peu le pendant de ce que nous avons vu dans le cours de microéconomie 1, ce qu'on a appelé la courbe d'indifférence. L'isocan est une courbe qui relie toutes les combinaisons de facteurs de production qui permettent d'atteindre le même niveau de production, avec les mêmes propriétés que pour les courbes d'indifférence. Elles sont décroissantes et convexes et elles ne peuvent pas se couper. Et plus on s'éloigne de l'origine, bien évidemment, plus on atteint des niveaux d'isocan de plus en plus élevés. Le graphique donc et les démonstrations se trouvent à l'intérieur du cours. À partir de l'isocan, on peut calculer un taux extrêmement intéressant qu'on appelle le TMST, c'est-à-dire le taux marginal de substitution technique. Attention, village dangereux, il ne faut pas confondre le TMST et le TMS. Le TMST concerne le producteur alors que le TMS concerne le consommateur. Donc le TMST, c'est le fait pour un producteur de se déplacer le long de l'isocan, c'est-à-dire d'échanger, de substituer les facteurs de production sans pour autant faire varier le niveau de production. Donc c'est le taux auquel le producteur peut échanger les facteurs de production sous des contraintes uniquement techniques. Et bien évidemment, il devra confronter ce taux-là au taux d'échange sur le marché des facteurs de production, c'est-à-dire au prix relatif des facteurs de production. Une fois qu'on a visité les concepts de base de la théorie du producteur, nous allons voir maintenant l'objectif de tout producteur, c'est-à-dire la maximisation du profit. L'objectif de tout producteur, la maximisation du profit, peut être résumé en deux programmes. Le premier programme, qu'on appelle le programme dual, c'est le fait pour l'entrepreneur de minimiser ses coûts sous la contrainte d'un niveau de production donné. Et le second programme, qu'on appelle le programme primal, c'est le fait pour l'entrepreneur de chercher à atteindre un niveau de production le plus élevé possible sous la contrainte d'un niveau de coût donné. À partir de là, on peut établir ce qu'on appelle l'isocoût. L'isocoût est aussi le pendant de ce qu'on a appelé la droite de budget pour les consommateurs. Donc il suffit tout simplement de décrire la fonction de coût total et de fixer le niveau de coût et tirer un facteur en fonction de l'autre pour avoir la droite d'isocoût. On va voir la représentation à travers la figure 3.8. Donc si on regarde le schéma qui est devant nous, donc on a sur le même repère les droites d'isocoût et la courbe d'isocante. Donc à partir de ce repère là, on est capable de montrer le choix optimal du producteur. Comment? Donc on a trois points, le point Y, le point X et le point Z. Si on considère par exemple le point Y, ce point ne respecte pas le principe de non-gaspillage. Pourquoi? Parce que le point Y permet d'atteindre le même niveau de production que le point X et pourtant le point Y est à un niveau de coût, à un niveau de dépense beaucoup plus élevé que le point X. Donc bien évidemment c'est un point qui correspond à un gaspillage. Le même raisonnement peut être appliqué au point Z. Donc ici, si on recherche le choix optimal du producteur, on va chercher le dernier point de l'isocan qui touche une droite d'isocoût. Et bien entendu, ce point-là, c'est le point de tangence entre l'isocan et la droite d'isocoût. Ici, c'est le point Y qui va correspondre au choix optimal du consommateur, du producteur.